La semaine dernière, j'ai commencé à parler des concepts et de leur contenu. Et la conception à laquelle j'ai abouti, c'est une conception où on peut admettre que les concepts sont comme des nœuds dans un réseau. Il y a un réseau de concepts, un système de concepts, et un concept particulier occupe une place particulière dans ce réseau de concepts. Il a des relations avec d'autres concepts, des relations diverses. Il ne faut pas regarder de trop près cette image parce qu'elle est arbitraire, mais c'est pour évoquer les réseaux sémantiques, les réseaux de concepts, des choses qui ont été souvent décrites et illustrées dans la littérature. Et le point important de ce que je vous disais au sujet de ces réseaux et de la place du concept dans le réseau, c'est que les relations entre les nœuds, dans la conception que je présentais, les relations entre les nœuds représentent non seulement ce que j'ai appelé, suivant la tradition philosophique, les implications analytiques des concepts. Par exemple, le fait que le rouge soit une couleur, donc il y a un lien entre le concept de rouge et le concept de couleur, et c'est un lien analytique parce qu'on pense qu'il est constitutif du concept de rouge. C'est constitutif du concept de rouge d'être une couleur. On ne peut pas nier ça sans contradiction, on ne peut pas dire de quelque chose que c'est rouge tout en disant que ce n'est pas coloré, ce serait contradictoire. Donc il y a ces implications analytiques, mais ce n'est pas tout. Les relations entre concepts vont bien au-delà de ces relations-là, de ces implications analytiques. Ça couvre aussi, en tout cas dans la conception que je proposais, les liaisons contingentes, ou en tout cas certaines des liaisons contingentes qui s'établissent entre les concepts au niveau du savoir encyclopédique. Et comme je prenais l'exemple du rouge, j'avais indiqué que le fait que les tomates mûres soient rouges, ça fait aussi partie de notre concept de rouge en un certain sens, qui était le sens qui m'intéressait, ou le fait que les boîtes aux lettres britanniques soient rouges, ou que le drapeau des révolutionnaires soit rouge. Tout ça, cet ensemble de connaissances est stocké dans notre dossier mental associé qui constitue en un sens ce concept de rouge, dans la conception que je proposais, qui est la conception encyclopédique des concepts. Donc aussi bien le fait que les chats mangent les poissons, ça fait partie aussi. Le lien entre le concept de chat et le concept de poisson, il passe aussi par là. Et donc dans cette représentation du concept comme un nœud dans un réseau conceptuel, on veut que le concept soit associé, relié à d'autres concepts par toutes sortes de liens, y compris ces liens contingents qui correspondent à notre connaissance encyclopédique sur ces choses à quoi renvoie le concept. Donc on peut dire que les concepts sont individualisés, ce qui fait d'un concept le concept qu'il est. C'est l'ensemble de ces liens, c'est-à-dire ce sont les relations tant analytiques qu'encyclopédiques que ce concept entretient avec les autres concepts. En tout cas, on est tenté de dire cela dans la conception encyclopédique que je vous ai présentée la dernière fois, à laquelle j'ai abouti la dernière fois. Je vais remettre ça en cause aujourd'hui, mais c'est une idée dont il vient naturellement à l'esprit. Alors, cette idée d'une conception encyclopédique des concepts, j'avais pris ça chez le linguiste Ron Lanaker, qui défend cette idée. Et comme je vous avais dit, Lanaker introduit l'idée d'une gradation de centralité. Donc il ne veut pas nier que parmi ces connaissances qui font partie de notre concept, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Il y a des choses centrales et il y a des choses qui sont marginales. Et ça, il ne veut pas le nier. Simplement, ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas vraiment établir une ligne de démarcation claire. C'est pourquoi il met finalement tout dans le concept. Je reviendrai un peu là-dessus, sans doute. En tout cas, à la fin de la séance, j'ai évoqué très brièvement une objection très importante que soulève cette conception. Enfin, une objection. Pas forcément une objection, disons un problème. Et ce problème, dont je vais vous parler aujourd'hui, me conduit à remettre en cause la prétendue fonction individualisante du contenu des concepts. Vous vous souvenez, j'avais parlé de deux fonctions du contenu des concepts dans la conception traditionnelle. Il y avait l'idée que le contenu d'un concept détermine son extension, c'est-à-dire les choses à quoi le concept s'applique. L'idée étant que le contenu d'un concept, c'est plus ou moins une définition, et que le concept s'applique à toutes les choses qui satisferont la définition qui correspondent.
Donc le contenu du concept détermine son extension. Donc c'est une première fonction que j'ai remise en cause, parce que si on accepte la conception encyclopédique, on voit que le contenu d'un concept, c'est les choses qu'on sait sur les choses à quoi s'applique le concept. Et donc on a un peu renversé l'ordre. On a d'abord fixé à quoi s'appliquait le concept, et toutes nos connaissances au sujet de cette chose-là vont dans le contenu d'autres concepts. Et ce n'est pas du tout pareil qu'une définition qui est quelque chose donné en quelque sorte a priori et qui détermine à quoi s'applique le concept. Donc j'ai remis en cause cette idée que le contenu du concept détermine son extension au nom de cette conception encyclopédique, mais il reste la deuxième fonction du contenu des concepts qui est d'individualiser le concept. Et ici l'idée c'est que ce qui fait du concept le concept qu'il est, c'est justement son contenu. Alors si le contenu d'un concept c'est une définition, c'est clair que si vous changez la définition, vous changez le concept. Il est tentant de maintenir cette idée que le contenu d'un concept sert à l'individualiser, que ce qui fait d'un concept particulier le concept qu'il est, c'est le fait qu'il ait ce contenu-là et pas un autre. Et malgré tout, c'est ce que je disais il y a un instant, qu'on est tenté de dire ça, et malgré tout, ça pose vraiment un problème si on adopte cette conception encyclopédique. Et il y a plusieurs façons de réagir au problème, mais ma façon de réagir à moi sera simplement d'abandonner l'idée que le contenu d'un concept sert à l'individualiser. Donc, permettez-moi de présenter le problème de façon très générale. Cette conception que je vous proposais nous dit qu'on met dans le contenu d'un concept tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on croit savoir concernant les objets qui tombent sous le concept. Et donc, un concept, dans cette conception, c'est simplement une sorte de grand dossier mental où vous mettez vos connaissances sur ce dont il est question, ce à quoi s'applique le concept. Donc, supposez qu'on accepte cette idée-là, la conception encyclopédique, et supposez d'autre part que vous acceptiez aussi que le contenu du concept a cette fonction individualisante dont je vous parlais, c'est-à-dire que, acceptons l'idée que le contenu d'un concept, c'est ce qui fait que le concept est le concept qu'il est. C'est ce qui le distingue des autres concepts, c'est son contenu. Mon concept de tigre et mon concept de chat n'ont pas le même contenu, il n'y a pas les mêmes choses dans ces deux concepts, c'est pourquoi c'est deux concepts différents. Si on admet ces deux idées, alors on doit accepter qu'à chaque fois qu'une modification de notre savoir encyclopédique sur les objets auxquels s'applique le concept survient, à chaque fois qu'on acquiert une nouvelle connaissance ou qu'on change d'avis, qu'on abandonne une idée qu'on avait, etc., à chaque fois donc que le contenu du concept change, eh bien, le concept lui-même change. On a changé de concept, en quelque sorte. Et ça, c'est une conséquence qui est tout à fait inacceptable, parce qu'elle met en danger une propriété tout à fait fondamentale des concepts, dont je vais dire un mot, c'est la stabilité des concepts. Les concepts ont besoin d'être stables. Ils ne peuvent pas changer tout le temps. Il faut que vous ayez un seul et même concept qui persiste et avec lequel vous puissiez faire différentes choses et que ce soit bien toujours le même concept. Mais si on individualise le concept par son contenu, et si on admet que le contenu, c'est un ensemble de connaissances qui changent tout le temps, parce qu'on apprend des nouvelles choses, il y a une certaine variabilité dans notre représentation des objets auxquels s'appliquent les concepts. Donc si on admet cette conception encyclopédique, on va perdre la stabilité des concepts, si on considère que c'est le contenu des concepts qui sert à individualiser le concept. Voilà, donc c'est ça en un mot le problème, la difficulté que je soulève pour la conception encyclopédique, difficulté qu'on peut résoudre en abandonnant l'idée que le contenu d'un concept est ce qui sert à l'individualiser. Alors maintenant, je développe un peu. Une chose très importante à propos des concepts, c'est que les concepts sont censés être des constituants des pensées. Donc nous avons des pensées, nous formons des pensées, et ces pensées ont des constituants. Et c'est une idée qu'on trouve chez un certain nombre d'auteurs. Ici, j'en mentionne deux, Gareth Evans et Jerry Fodor, que j'ai déjà mentionnés. Selon eux, on ne peut pas être dit maîtriser un concept, comme le concept de tigre par exemple, si on n'est pas disposé à combiner ce concept avec d'autres concepts au sein de pensées complètes. Donc avoir un concept comme le concept de tigre, c'est être disposé à former des pensées comme les tigres sont des animaux sauvages, ou il y a des tigres aux eaux, toutes les pensées que vous voulez, mais qui impliquent ce concept de tigre. Le concept intervient dans des pensées dont il est un constituant.
C'est quelque chose d'essentiel au concept, d'avoir ce rôle, d'intervenir comme constituant au sein de pensées complètes. Et si vous pensez, une certaine pensée à propos des tigres, vous pensez que les tigres sont rayés, par exemple, alors votre pensée mobilise deux concepts, le concept de tigre et le concept de rayé, ou de rayure peut-être, de chose rayée. Et aussi bien pour Evans que pour Fodor, tous les deux disent la même chose sur ce point, un sujet qui possède le concept de tigre et aussi le concept d'une certaine propriété quelconque P, quelle qu'elle soit, doit pouvoir former la pensée que les tigres possèdent cette propriété. Alors, il y a peut-être des petites limitations dues au fait qu'il y a des sortes de restrictions, que toutes les propriétés ne s'appliquent pas à tous les types d'objets, etc. Mais de façon générale, les concepts, c'est des éléments que vous pouvez combiner entre eux pour former des pensées. Donc si vous avez le concept de tigre et le concept d'une propriété, vous pouvez combiner ça dans une pensée attribuant cette propriété au tigre. Donc, vous avez la propriété neurasthénique, vous avez le concept de neurasthénique, vous avez le concept de tigre, vous pouvez former la pensée que les tigres sont neurasthéniques. Alors, ce que j'appelle former une pensée, ce n'est pas la même chose que la tenir pour vraie ou en faire l'objet d'une croyance. C'est pas du tout, ce n'est pas nécessairement y adhérer. Former une pensée, c'est pouvoir simplement considérer la chose. Et donc vous savez très bien que les tigres sont rayés, ils ne sont pas tachetés, comme sont d'autres animaux comparables, qui eux sont tachetés et non rayés. Mais vous pouvez quand même, parce que vous avez le concept de tacheté, et vous avez le concept de tigre, donc vous pouvez former la pensée que les tigres sont tachetés, même si vous savez qu'ils ne sont pas tachetés. J'espère qu'on comprend le mot tacheté, parce que c'est un peu ambigu, mais en tout cas, les léopards, les ocelots, il y a des animaux qui ont cette autre propriété, mais vous pouvez très bien former la pensée que les tigres sont tachetés, même si vous savez que c'est une pensée qui est fausse, parce qu'en fait, les tigres sont rayés. OK. Donc les pensées, tout simplement, et en un mot, c'est des combinaisons de concepts dans cette conception, ou un certain type de combinaison de concepts. Et en tant que constituant des pensées, les concepts sont essentiellement combinables, ils doivent être combinables. Et parce qu'ils sont essentiellement combinables, ils doivent être répétables. On doit pouvoir prendre un certain concept et l'associer à tel autre pour former une certaine pensée, ou à tel autre pour former une autre pensée. Ça veut dire que le même concept peut intervenir dans des pensées différentes. Donc on doit pouvoir répéter le même concept. Et ça implique une certaine stabilité, que le même concept doit pouvoir apparaître dans des pensées différentes. Et cette répétabilité du concept est évidemment exploitée dans le raisonnement. Alors on peut prendre n'importe quel exemple de raisonnement, mais un exemple très fameux de syllogisme. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Et là, vous avez trois pensées, en quelque sorte. Tous les hommes sont mortels, la majeure, c'est une certaine pensée, une proposition. Vous avez Socrate est un homme, une autre proposition, une autre pensée, et puis vous avez la conclusion, Socrate est mortel. Et ces pensées ont chacune pour constituant une paire de concepts. Donc, dans le premier cas, vous avez le concept d'homme et le concept de mortel. Dans le deuxième cas, le concept de Socrate, j'ai dit qu'on pouvait admettre qu'un cas particulier de concept, ce sont les concepts qui se rapportent à un objet particulier. Il y a des gens qui ne veulent pas employer le mot concept dans ce sens-là parce qu'ils veulent qu'un concept soit toujours une catégorie générale, mais on peut très bien admettre cette extension et avoir des concepts singuliers. Si on a ça, on peut dire que, dans le cas ici de la mineure, on a le concept de Socrate et le concept d'homme. Et dans la conclusion, on a le concept de Socrate et le concept de mortel. Donc, dans chacune de ces pensées, vous trouvez une combinaison de concepts. Et évidemment, pour que ce syllogisme soit valide, il est essentiel que ce soit le même concept d'homme qui apparaisse dans la majeure et la mineure, et le même concept de mortel qui apparaisse dans la majeure et la conclusion. C'est essentiel. Et d'ailleurs, dans les traités de logique anciens où il y avait la syllogistique et tout ça, enfin, il y a souvent des exemples justement de sophisme. Le sophisme vient du fait, sophisme dû à l'équivocation, à l'ambiguïté, vient du fait qu'il y aurait par exemple un mot qu'on ne prendrait pas dans le même sens dans les différentes prémices, et à ce moment-là, ce n'est pas valable. À ce moment-là, c'est sophistique. Il faut que ce soit le même concept qui apparaisse bien dans les différentes propositions qui sont en jeu dans ces raisonnements. Donc ça, c'est vrai du raisonnement en général. On a cette nécessité que le même concept se répète
et donc on a besoin de la stabilité du concept. Et je précise que ce qui vaut du raisonnement en général, de ce qu'on appelle le raisonnement, disons, théorique, ça vaut aussi du raisonnement pratique. Ce qu'on appelle le raisonnement pratique, c'est l'espèce de raisonnement souvent tacite qui permet la délibération et donne lieu à l'action quand vous envisagez quoi faire et que finalement vous décidez de faire une certaine chose sur la base de raisons que vous avez de le faire. C'est une sorte de raisonnement, et ce type de raisonnement, le raisonnement pratique en général, on dit souvent qu'il fait intervenir, à titre de prémisse, deux sortes de contenus mentaux. D'un côté, ce que nous croyons, ou ce que nous savons, ou ce que nous pensons savoir, et de l'autre côté, ce que nous voulons. Et c'est l'interaction des deux qui nous conduit à agir. Donc la conclusion du raisonnement pratique, c'est l'action, ou en tout cas l'intention d'agir. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces deux types de contenus mentaux, ce que nous croyons et ce que nous voulons? C'est simplement parce que l'action vise à satisfaire nos désirs, nos buts. Donc nous voulons des choses et l'action nous permet d'obtenir ce que nous voulons. Mais évidemment, les moyens choisis pour le faire et donc la façon dont nous agissons, ce que nous faisons effectivement, dépend de ce que nous croyons. Parce que les moyens pour atteindre nos buts dépendent, les moyens choisis pour atteindre nos buts dépendent de nos croyances. Donc pour vous donner un exemple, supposez que des sujets qui aient très soif, donc on suppose avoir soif, c'est avoir besoin, envie, etc., de se désaltérer, avoir comme but immédiat de boire quelque chose, disons. Et donc, des personnes dans cette situation-là vont agir pour satisfaire ce désir de boire qu'ils ont. Et comment ils vont agir va dépendre de leurs croyances au sujet de notamment leur environnement. Donc, dans un environnement désertique comme là, ce n'est pas évident quoi faire quand on a soif, mais si vous croyez par exemple qu'il y a une oasis quelque part vers l'est, vous allez vous diriger vers l'est. C'est le genre de choses que vous allez faire. Donc là, on voit que votre action va être déterminée à la fois par ce que vous voulez, mais aussi par ce que vous croyez. Et si vous êtes dans une situation plus ordinaire où vous avez soif, vous allez faire des choses plus simples. Par exemple, vous allez ouvrir le réfrigérateur pour prendre une bière. Mais là aussi, votre action dépend à la fois de votre soif, donc le fait que vous désiriez boire quelque chose, mais aussi de vos croyances. La croyance qu'il y a de la bière dans le réfrigérateur intervient ici, évidemment. Si vous n'avez pas cette croyance, vous n'allez pas ouvrir le réfrigérateur. Et de même, si vous ne croyez pas que la bière est une boisson désaltérante, mais si vous pensez que c'est un poison, vous n'allez pas ouvrir le réfrigérateur non plus. Donc à chaque fois, on voit que l'action ou l'intention d'agir est fonction de à la fois ce que vous voulez et de ce que vous croyez. Et donc c'est une sorte, on peut décrire ça comme une sorte de raisonnement qui prend comme prémisse ce que vous croyez, ce que vous voulez, et qui donne comme résultat, comme conclusion, en quelque sorte l'intention d'agir d'une certaine façon. Et exactement comme dans le raisonnement théorique, les contenus mentaux en jeu, à savoir donc les désirs et les croyances qui servent de prémisse au raisonnement pratique, et aussi l'intention d'agir qui est la conclusion du raisonnement pratique, tous ces contenus mentaux font intervenir des concepts qui se répètent d'un état mental à l'autre. Donc là, je vous une petite représentation des états mentaux pertinents. Le contenu du désir, c'est de vous désaltérer, c'est ça que vous voulez. Et vous avez une première croyance qui est que la bière permet de se désaltérer. Vous avez une deuxième croyance qui est qu'il y a de la bière au réfrigérateur. Et vous formez naturellement l'intention d'ouvrir le réfrigérateur et d'y prendre une bière. Et on peut effectivement, si on veut, expliquer le comportement d'un sujet. Vous voyez quelqu'un qui ouvre le réfrigérateur et qui prend une bière. Si vous voulez expliquer son comportement, vous dites c'est simple, il a soif, c'est pourquoi il fait ça, et puis il croit. Enfin, vous pouvez invoquer ces contenus mentaux pour expliquer son comportement. Mais cette explication ne fonctionne que si ce sont bien les mêmes concepts
bière, de désaltération de réfrigérateurs qui interviennent de façon répétée dans les différents contenus mentaux où ils interviennent. Donc là, vous voyez bien que le concept de se désaltérer, il intervient dans le contenu du désir. Ce que vous voulez, c'est vous désaltérer. Et dans le contenu de la première croyance, qui est que la bière permet de se désaltérer. Vous avez ce concept qui intervient les deux fois, et il faut que ce soit le même concept à nouveau. C'est une contrainte générale. À chaque fois qu'un concept intervient dans le raisonnement, que ça doit être le même concept dans les différentes prémices ou dans les différentes propositions où ce concept intervient. Et de la même façon, le concept de bière que vous avez dans la première croyance, la bière permet de se désaltérer, ça doit être le même concept de bière que vous trouvez dans la deuxième croyance. Il y a de la bière au réfrigérateur, et dans le contenu de l'intention, qui est l'intention d'ouvrir le réfrigérateur et d'y prendre une bière. Encore une fois, si le mot bière désignait ce qui désigne du point de vue mortuaire, enfin bon, tous ces mots-là sont ambigus, mais si vous preniez le mot dans un autre sens, le raisonnement ne vaudrait plus rien du tout. Donc on a cette répétabilité des concepts qui est essentielle à ce qu'on fait des concepts quand ils figurent dans des pensées complètes et qu'on utilise ces pensées pour mener un raisonnement. Donc ça, c'est une grande classe de cas où on a besoin de la stabilité des concepts dans le raisonnement. Mais peut-être encore plus non moins fondamental est le cas où vous avez des relations rationnelles, non pas entre des propositions au sein d'un raisonnement, mais des relations rationnelles entre des positions prises par des personnes dans une argumentation, une discussion rationnelle. Donc vous avez deux personnes qui discutent de quelque chose et qui sont d'accord ou pas d'accord, qui cherchent à se convaincre mutuellement, disons. Dans ce type de cas de discussion rationnelle, il y a certains concepts qui sont déployés par les différentes personnes qui ne sont pas d'accord, et ça doit bien être le même concept pour qu'il y ait vraiment accord ou désaccord entre eux. Parce que si ce n'est pas le même concept, s'ils emploient le même mot mais qu'ils n'entendent pas la même chose par là, ben, il n'y a pas vraiment d'accord ou désaccord. Il y a un malentendu. Pour qu'il y ait réellement accord ou désaccord entre deux personnes qui discutent rationnellement, il faut qu'ils partagent le même concept. C'est une condition nécessaire. C'est très important parce que je vais utiliser cette idée-là de façon répétée dans la suite. Et il y a des moments où c'est important d'être d'accord là-dessus parce que c'est une prémisse qui a en fait un certain pouvoir dans le cadre, disons, de certains litiges concernant les concepts. Cette propriété-là, que s'il y a accord ou désaccord, il doit y avoir partage des concepts, c'est une propriété très importante. Donc, vous pouvez très bien discuter la question de savoir si oui ou non tous les hommes sont mortels, mais pour arriver à être soit en désaccord, soit en accord, soit en désaccord, ça n'a pas d'importance, le soit de l'accord ou du désaccord. Pour que ce soit vraiment une discussion rationnelle, il est essentiel que vous entendiez la même chose par ce mot mortel, sans quoi il n'y a ni accord ni désaccord. Mais comme je le disais, simplement un débat superficiel, verbal, comme on dit, et peut-être un malentendu, parce qu'on ne parle pas de la même chose en fait. Et c'est souvent le cas dans les discussions, très souvent, il n'y a pas réellement des accords, mais il y a plutôt des gens qui ne parlent pas exactement de la même chose, c'est très souvent le cas. Alors, c'est vrai pour le cas des discussions rationnelles entre des personnes qui ne partagent pas le même point de vue. Pour ne pas partager le même point de vue, il faut partager les concepts impliqués par le point de vue en question, par les points de vue en question. C'est ça qui est important. Derrière le désaccord, il y a un accord fondamental, il y a une convergence plus fondamentale au niveau des concepts dont sont faites les propositions qui s'affrontent. Il doit y avoir un partage au niveau des concepts. Et ce qui est vrai donc, pour la discussion rationnelle, pour l'accord et le désaccord, c'est vrai aussi au niveau intrapersonnel. Donc l'accord, le désaccord entre des personnes qui discutent, c'est quelque chose d'interpersonnel. Ce sont des relations rationnelles entre des positions prises par des personnes différentes. Mais il y a des relations analogues, des relations rationnelles analogues intrapersonnelles, à l'intérieur d'un même individu. Un individu peut être en désaccord avec lui-même, non pas évidemment au même moment, parce que ce serait bizarre, mais dans le temps. Vous pouvez changer d'avis sur un point.
Si vous changez d'avis, ça veut dire que maintenant, vous croyez quelque chose qui est le contraire de ce que vous croyiez avant. Et donc, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec votre ancien moi, en quelque sorte. Donc, c'est comme s'il y avait deux sujets, qui est vous-même, mais à différents moments du temps, et c'est comme s'il y avait un désaccord. Le changement d'avis, c'est un désaccord avec soi-même à travers le temps, un désaccord diachronique avec soi-même. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que pour qu'il y ait réellement désaccord avec soi-même, pour qu'il y ait réellement changement d'avis, il faut qu'il y ait une stabilité du concept, il faut que ce soit le même concept. Il faut, pour qu'on puisse parler de changement d'avis, il faut qu'il y ait une certaine pensée P, telle que vous adhériez à cette pensée à un moment antérieur, et maintenant, vous n'adhérez plus à cette même pensée. Et il faut que ce soit la même pensée au moment antérieur et maintenant, telle que vous la rejetiez, vous l'acceptiez avant et vous la rejetez maintenant. Que ce soit la même pensée. Il ne faut pas que ce soit une autre pensée. Enfin, ça peut être une autre pensée au sens une autre occurrence de cette pensée, mais ça doit être la même pensée comme type, en quelque sorte. Donc tout ça, c'est essentiel, la stabilité des pensées et donc la stabilité des concepts qui sont des constituants des pensées. Donc, ayant dit cela à propos de la stabilité comme un trait fondamental des concepts, qui est fondamental étant donné leur rôle précisément dans la pensée, dans le raisonnement, dans la discussion rationnelle, étant donné cette propriété dans le fondamental des concepts, le problème pour la conception encyclopédique que je défendais la semaine dernière, c'est qu'elle menace la stabilité des concepts, cette conception. Et évidemment, à commencer par la stabilité intrapersonnelle. Donc là, c'est facile à illustrer. J'ai un certain concept de tigre. Supposez que j'ai la croyance bizarre, mais tout à fait possible, que les tigres ronronnent. Parce que donc ils sont comme les chats ronronnent. Donc les tigres doivent ronronner, évidemment, en général, on n'essaie pas de les caresser, donc on ne s'en rend pas vraiment compte, mais on suppose, je peux très bien croire que les tigres ronronnent. C'est tout à fait possible. Et si je laisse transparaître cette croyance en discutant avec quelqu'un, la personne peut très bien me convaincre du contraire. Elle me dit « Ah non, pas du tout, les tigres ne ronronnent pas ». Et cette personne peut même être quelqu'un de très calé qui va me dire parmi les félins ceux qui ronronnent et ceux qui ne ronronnent pas. Évidemment, il y a deux classes. C'est intéressant. Donc, entendant cela de la part de cette personne qui s'y connaît, je change d'avis. C'est-à-dire que je croyais avant que les tigres ronronnaient, et maintenant, je ne crois plus que les tigres ronronnent. Donc, c'est un changement d'avis. Et donc, ça implique bien que c'est la même pensée, les tigres ronronnent, si vraiment c'est un changement d'avis, et c'est un changement d'avis. Il m'a convaincu que les tigres ne ronronnaient pas, donc maintenant je crois que les tigres ne ronronnent pas, avant je croyais qu'ils ronronnaient, donc j'ai changé d'avis. Ça implique qu'il y avait une certaine pensée, la pensée que les tigres ronronnent, que j'acceptais avant, et que maintenant je rejette. Et ça doit être la même pensée. Et pour que ce soit la même pensée, il faut que ce soit le même concept de tigre. C'est essentiel. Si ce n'était pas le même concept de tigre, il n'y aurait plus de changement d'avis. On aurait changé de sujet, en quelque sorte. Et ça serait plus un malentendu qu'un changement d'avis. Et le problème, c'est que selon la conception encyclopédique nous dit le contenu d'un concept, c'est toutes ces croyances, notamment parmi, il n'y a pas que ça, mais notamment il y a tout ce qu'on croit en l'occurrence sur les tigres. Mon concept de tigre contient tout ce que je crois sur les tigres. Donc, selon cette conception encyclopédique, mon concept de tigre, dans l'exemple que je vous donne, a changé entre le moment antérieur et maintenant. Puisqu'avant, ce concept contenait l'idée que les tigres ronronnent, la propriété de ronronner faisait partie de mon concept de tigre, et si on avait un réseau sémantique, il y aurait un lien entre mon concept de tigre et le concept de ronronner. Un lien assez direct, disons, un certain type de lien, parce que...
Donc, dans le contenu de mon concept, il y avait quelque chose qu'il n'y a plus maintenant, parce que maintenant, je ne crois plus que les tigres ronronnent. Donc, ça veut dire que mon concept a changé, le contenu de mon concept a changé, et par conséquent, mon concept a changé, puisque si on admet que ce qui sert à individualiser le concept et en faire le concept qu'il est, c'est le contenu du concept. Puisque maintenant, ce n'est plus le même contenu, puisque ronronner ne fait plus partie du contenu de mon concept, donc j'ai changé de concept. Ce n'est plus exactement le même concept que c'était. Mais si ce n'est plus le même concept, ce n'est plus la même pensée. La pensée que j'acceptais antérieurement, quand j'acceptais les tigres ronronnent, et la pensée que je rejette maintenant, quand je pense que ce n'est pas vrai, ce n'est pas la même pensée, puisque le constituant, qui est tigre, n'est pas le même. Donc, la condition pour qu'on ait vraiment un changement d'avis n'est pas remplie. Il n'y a pas une pensée déterminée telle que je l'acceptais avant et je la rejette maintenant. La pensée n'est pas la même parce qu'on a changé son constituant tigre. On a changé son constituant tigre parce que mon concept de tigre a changé de contenu, puisqu'on a enlevé ronronner de mon concept de tigre. Donc, ce n'est plus le même contenu. Et donc, ce n'est plus le même concept si on accepte que ce qui sert à individualiser le concept, c'est son contenu. Alors, c'est exactement pareil pour ce qui est de la stabilité interpersonnelle. Elle est tout autant menacée. Et dans l'exemple que j'ai donné, on a une illustration du cas interpersonnel aussi bien, puisqu'il y a mon interlocuteur qui me convainc que les tigres ne ronronnent pas. Moi, je crois qu'ils ronronnent au moment antérieur. L'autre ne le croit pas et me démontre en quelque sorte que ce n'est pas vrai. Pour qu'il y ait vraiment entre nous ce désaccord au moment antérieur qui se résout à partir du moment où il me convainc et où je me range à son avis, pour qu'il y ait vraiment le désaccord au moment antérieur, quand je dis les tigres ronronnent, il me dit mais pas du tout, pour qu'il y ait vraiment désaccord, il faut qu'il y ait une seule et même pensée telle que moi j'y adhère à cette pensée, je crois qu'elle est vraie, et lui il la rejette, il croit qu'elle est fausse. Mais en l'occurrence, moi, avec mon concept de tigre qui inclut le ronronnement, je n'ai pas le même concept de tigre suivant la conception à la fois encyclopédique et qui accepte l'idée que le contenu d'un concept sert à l'individualiser. Je n'ai pas le même concept de tigre que lui, puisque lui, il a un concept de tigre où il n'y a pas le ronronnement. Donc on a deux concepts de tigre différents. Et si on admet qu'on a deux concepts de tigre différents, ça veut dire que la pensée que moi j'accepte quand j'accepte que les tigres ronronnent, et la pensée que lui rejette quand il dit « mais non, pas du tout », ce n'est pas la même pensée, puisque ce n'est pas le même concept de tigre qui est un constituant de ces pensées. Donc il n'y a pas vraiment de désaccord entre nous. Mais c'est absurde, bien sûr, il y a un désaccord entre nous. Donc on a envie de dire, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et on a vraiment le choix, je pense, entre deux solutions face à ce problème. Si on met ensemble la conception encyclopédique des concepts qui dit que dans le contenu d'un concept, il y a tout ce qu'on croit sur la référence du concept, sur ce à quoi le concept s'applique, si on admet ça d'un côté, et en même temps qu'on garde l'idée que le contenu d'un concept sert à l'individualiser, en faire le concept qu'il est, de sorte que si vous changez le contenu, vous changez le concept, si vous admettez les deux choses à la fois, vous perdez la stabilité des concepts qui est essentielle au rôle que les concepts jouent dans la vie mentale. Et donc, il y a deux solutions. Soit vous abandonnez la théorie, la conception encyclopédique que je vous proposais la semaine dernière, et je pense que pour un certain nombre d'entre vous, ça doit être la chose, ça doit être ce que vous pensez. Mais évidemment, pourquoi adopter cette conception absurde qui a des tas de conséquences bizarres, dont celle-là? Ça, c'est une possibilité. Et l'autre possibilité, c'est d'abandonner l'idée que le contenu d'un concept sert à l'individualiser et fait de ce concept le concept qu'il est. Alors, abandonner la conception encyclopédique, ça ne veut pas dire abandonner cette nouvelle façon de voir les concepts qui correspond au développement de la fin du XXe siècle dont je vous parlais, où on a abandonné l'idée que le contenu d'un concept détermine son extension, et où on voit le contenu d'un concept comme correspondant plutôt à des connaissances qu'on a sur les choses à quoi s'applique le concept. On peut garder ça, à condition de ne pas mettre, dans le contenu du concept tout ce qu'on croit sur le concept, sur à quoi le concept s'applique. On peut décider de ne mettre dans le contenu du concept que les choses les plus stables parmi nos connaissances, stables de façon interpersonnelle, les choses qui sont partagées, culturellement partagées parmi les membres de la communauté, les choses que nous tous, nous croyons sur les tigres.
les choses qu'on n'est pas prêt d'abandonner, donc les choses les plus centrales. Et de même, on met ça dans le contenu du concept, les choses les plus centrales, pas les choses marginales. Donc ça permet dans ce cas de changer d'avis sur les aspects marginaux. Par exemple, ronronner, est-ce que les tigres ronronnent ou pas? Ça ne fait pas partie du contenu du concept. Même pour moi, quand je crois que les tigres ronronnent, ça ne fait pas partie du contenu de mon concept, parce que ce n'est pas central. De sorte que ça n'est pas utilisé pour individualiser le concept. Donc même si je change d'avis, je croyais que les tigres ronronnaient, et maintenant je ne le crois plus, je n'ai pas changé de concept. J'ai gardé le même concept, et ce concept est individualisé par son contenu, mais le contenu en question, c'est seulement les aspects les plus centraux. Donc pas tout. Et cette position-là, c'est à peu près la position que défend Putnam. Putnam, dans sa théorie du stéréotype, le stéréotype, c'est des éléments, effectivement, qui sont centraux dans notre représentation des choses à quoi s'applique le concept. Des choses centrales et des choses qui ont une grande stabilité tant intra que interpersonnelle. Et d'ailleurs, Putnam souligne cela quand il parle il dit que le stéréotype du tigre, donc pour nous, un tigre, c'est un gros félin sauvage, rayé, qui habite dans telle et telle partie du monde, etc. Ce qu'il dit, c'est que le stéréotype qui est cette chose qui est partagée par tous les membres de la communauté linguistico-culturelle, disons, ces connaissances que nous avons sur les tigres, il dit que ces connaissances-là partagées, ça varie de culture à culture. Il y a des cultures où on en sait beaucoup plus long sur les tigres que dans d'autres. Et donc, ça va varier de culture à culture. Et cette idée-là de variation culturelle implique qu'à l'intérieur d'une culture, il y a une certaine stabilité, il y a vraiment quelque chose qui est partagé, il y a un corps de connaissances qui est partagé par les membres d'une culture donnée. Et c'est ce corps de connaissances qu'on va mettre dans le contenu du concept, mais pas les autres choses où il y a des gens qui pensent que oui, des gens qui pensent que non, ça on ne va pas le mettre dans le contenu du concept lui-même. Donc ça, c'est une solution, abandonner la radicalité de cette conception encyclopédique que, suivant Lanaker, je vous proposais. Mais Lanaker, comme je le disais la dernière fois, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, souligne, il est d'accord qu'il y a une différence de centralité, qu'il y a des choses centrales et des choses qui ne sont pas centrales. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas moyen de mettre d'une part une ligne de démarcation claire. C'est un continuum. Il défend la même position que Quine là-dessus. Et dans cette mesure, si on dit qu'on va mettre dans le concept seulement les choses qui sont centrales, on va aboutir au fait que l'identité d'un concept devient quelque chose de flou. Ce qui peut-être est tout à fait acceptable, ce n'est pas forcément un problème, mais enfin c'est en tout cas une conséquence. Toujours est-il que l'autre solution qui permet de conserver la conception encyclopédique défendue par Lanaker, c'est tout simplement, ce que je vous disais, rejeter l'idée que le contenu d'un concept, c'est ce qui fait de ce concept le concept qu'il est. Donc si vous changez le contenu du concept, vous changez le concept, parce que le contenu du concept fait de ce concept le concept qu'il est. On peut rejeter ça en disant non, pas du tout. Les concepts sont ce qu'ils sont, en vertu de quelque chose, mais pas en vertu de leur contenu. Ça veut dire que vous pouvez changer le contenu du concept et garder le même concept quand même. Donc, vous pouvez très bien mettre dans le contenu de votre concept que les tigres ronronnent, et puis enlever ça de votre concept et garder le même concept. D'ailleurs, si vous avez la métaphore du dossier mental, c'est assez naturel de penser que si le concept c'est le dossier mental, vous avez le même dossier mental, vous y mettez des choses, vous enlevez ces choses, mais c'est toujours le même dossier mental, donc c'est toujours en un sens le même concept. En tout cas, ce rejet de la thèse que ce qui fait d'un concept le concept qu'il est, ce qui sert à l'individualiser, c'est son contenu, le rejet de cette thèse, c'est quelque chose qui est notable parmi les positions prises par Jerry Fodor et par les gens qui le suivent. Il y a cette idée que le contenu du concept, dans ce sens, c'est moi qui emploie le mot contenu, Fodor il emploie le mot contenu dans un autre sens, mais le contenu du concept dans mon sens, ce que vous mettez dans votre dossier mental, ça n'est pas ça qui sert à individualiser le concept. Exactement comme si vous considériez le concept comme un vrai dossier physique. Le dossier physique, il est tout à fait indépendant de ce que vous mettez dedans. Son identité est indépendante de ce que vous mettez dedans. Alors, je voudrais citer
un élève, enfin un élève, pas un élève, mais parmi les gens qui suivent Fodor sur ce point, il y a un philosophe, Éric Margolis, qui a écrit un article sur les concepts, un article très intéressant, et qui, de façon très claire, explicite les positions en présence. Et je vous lis une citation. Il nous dit « Dans les sciences cognitives, les théories des concepts intègrent une hypothèse si répandue qu'elle est rarement mise en question. L'hypothèse selon laquelle ce qui fait d'un concept le concept qu'il est, c'est la relation que ce concept entretient avec certains autres concepts. » Donc c'est l'image que je vous disais, vous avez le réseau conceptuel, vous avez un concept qui a une certaine place dans le réseau, qui a certaines relations analytiques ou contingentes avec des tas d'autres concepts. Et ce qui fait de ce concept le concept qu'il est, c'est l'ensemble de ces relations. Et l'ensemble de ces relations, ça correspond en gros au contenu du concept dans la conception encyclopédique. À ceci près que cette thèse que ce qui fait d'un concept le concept qu'il est, c'est sa relation avec les autres concepts, est compatible avec non seulement la conception encyclopédique, mais aussi la conception qui restreindrait les relations entre concepts aux seules relations analytiques dont je vous parlais, ou la théorie de Putnam, la théorie du stéréotype, qui dit seulement les choses centrales du savoir encyclopédique sont dans le concept. Quel que soit le contenu du concept, l'idée que mentionne ici Margolis, c'est l'idée que le contenu d'un concept sert à individualiser le concept, c'est ce qui fait du concept le concept qu'il est. Et il dit, on peut cependant envisager une théorie très différente, selon laquelle ce qui fait d'un concept le concept qu'il est, ce n'est pas sa relation avec les autres concepts, donc il ne faut pas nier qu'il y a des relations avec les autres concepts, le concept a un certain contenu, et en vertu de ce contenu, il est mis en relation avec tous les autres concepts. Ce n'est pas, dans ce qui fait du concept le concept qu'il est, ce n'est pas son contenu, c'est-à-dire sa relation avec les autres concepts, mais sa relation au monde. Et donc là, il y a une voie tout à fait différente. On n'individualise pas un concept par son contenu, mais par autre chose. Donc ça permet évidemment de maintenir qu'un concept comme le concept de tigre peut rester le même, alors même que notre opinion ou nos connaissances sur les tigres se modifient et que le contenu du concept change. Le contenu du concept est mis à jour régulièrement, on apprend des nouvelles choses, et parfois radicalement. Et je vous avais mentionné des cas imaginaires, certes, mais on peut imaginer un changement radical de notre concept, de nos connaissances sur un objet. Et néanmoins, on peut dire que c'est toujours le même concept si on individualise le concept par autre chose que par son contenu. Et c'est ça que propose de faire Margolis. Donc ce qu'il dit, c'est que le contenu d'un concept, ce n'est pas constitutif du concept. On peut avoir ce concept-là, même s'il n'a plus ce contenu-là. Le contenu, c'est une propriété, disons, adventice, c'est quelque chose qui... Le concept a un certain contenu, mais éventuellement, il peut changer de contenu et rester le même concept. Alors, la question, évidemment, qui se pose, c'est celle de savoir si ce n'est pas le contenu du concept qui sert à l'individualiser et en faire le concept qu'il est, qu'est-ce que c'est qui sert à l'individualiser, en faire le concept qu'il est. Et Margolis dit que c'est le rapport du concept au monde. Le rapport du concept au monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce dont le concept est le concept. En l'occurrence, le concept de tigre, de quoi c'est le concept? C'est le concept de tigre. Un concept est toujours le concept de quelque chose. C'est ce à quoi se rapporte le concept. C'est ce que le concept représente. C'est, là, on est forcé de reprendre la terminologie traditionnelle de Frege qui oppose le sens, et en français on a traduit la dénotation, on dit plus souvent la référence. Mais l'idée, c'est que, pour au moins les expressions linguistiques, on peut distinguer les deux, et la référence ou la dénotation, c'est ce à quoi une expression se rapporte, ce qu'elle désigne s'il s'agit de désignation. Donc, la référence d'une représentation en général, qu'elle soit mentale ou linguistique, c'est ce qui est représenté. Donc, notre concept de tigre, qu'est-ce qu'il représente? Il représente les tigres.
c'est un concept qui se rapporte au tigre. Grâce à ce concept, nous pensons au tigre. La référence, ce sont les tigres, ou la dénotation. Alors, cette idée de référence d'un concept comme le concept de tigre peut se comprendre, en fait, je pense, de deux façons, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, enfin, c'est deux faces plutôt de la même chose. D'abord, il y a l'idée d'extension, et ça, je vous en ai déjà parlé, je vous ai dit que l'extension d'un concept, c'est la classe des choses à quoi le concept s'applique. Donc, dans le cas des tigres, c'est la classe des tigres. Donc, l'ensemble des tigres, passé, présent et à venir, tout ça, ça tombe sous le concept de tigre. Tout ce qui est un tigre tombe sous le concept de tigre. Donc, tous ces individus-là font partie de l'extension du concept. Mais il y a aussi une notion qui est un peu moins extensionnelle, mais tout aussi objective, une autre façon de comprendre cette idée de ce dont le concept est le concept, ou la référence du tigre. Et cette autre façon, elle vient naturellement à l'esprit, parce qu'on peut poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a de commun à tous ces individus qui font partie de l'extension du concept de tigre. Tous ces individus qui tombent sous le concept de tigre, tous ces animaux-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun qui fait qu'ils tombent sous ce concept? Évidemment, c'est le fait que ce sont des tigres. Donc il y a une certaine propriété, la propriété d'être un tigre, qu'ils possèdent tous. Et c'est en vertu de cette propriété qui tombent dans l'extension du concept. Et donc on peut dire que la référence du concept de tigre, ce à quoi ce concept se rapporte, c'est à la fois la classe des tigres, mais aussi cette propriété d'être un tigre, qui est ce qui unifie la classe en question. Alors, question, en quoi consiste cette propriété d'être un tigre? Enfin, on peut poser la question, mais il ne faut pas me la poser à moi, parce que, évidemment, c'est à la zoologie de nous dire ça, je suppose, ce que c'est qu'être un tigre. Le concept de tigre, disons, renvoie à cette propriété, quelle qu'elle soit, qui unifie la classe des choses auxquelles le concept s'applique. Locke, qui parle de ces choses, parle de l'essence réelle des tigres. L'essence réelle des tigres, c'est cette propriété commune, quelle qu'elle soit, que possèdent tous ces individus, les tigres, qui tombent sous notre concept de tigre. Mais nous, évidemment, si nous appliquons notre concept de tigre à ces individus, quand nous les rencontrons, ce n'est pas parce que nous connaissons cette essence réelle, nous ne la connaissons pas. C'est aux scientifiques de nous la révéler. Enfin, ça, ce n'est pas ce que Locke dit lui-même, mais disons, nous mettons quelque chose dans notre concept de tigre selon Locke, mais il appelle ça l'essence nominale. L'essence nominale, c'est ces propriétés dont j'ai dit qu'elles étaient souvent superficielles et contingentes, à travers lesquelles nous appréhendons la classe des tigres en question. C'est comme je le disais, pour nous, un tigre, c'est, suivant la description de Putnam, c'est un gros félin sauvage avec des rayures noires et jaunes qu'on trouve dans telle et telle région du monde. Pour nous, c'est ça un tigre. Et ça correspond à l'essence nominale, à ces propriétés que nous utilisons pour appliquer le concept de tigre. Et l'essence nominale, je pense qu'elle reflète le contenu du concept. Mais ce qui permet d'individualiser le concept, ce n'est pas cela. Ce qui permet d'individualiser le concept et de le distinguer des autres, c'est le fait que c'est un concept de tigre et qu'il renvoie à la classe des tigres et à la propriété quelle qu'elle soit qui unifie cette classe. Donc c'est ça qui fait de ce concept le concept de tigre. Ce qui est constitutif de l'identité du concept dans cette conception que défend Margolis, c'est la référence du concept, ce à quoi le concept se rapporte, sous ces deux aspects que j'ai dit. La classe des objets et la propriété qui unifie cette classe, propriété quelle qu'elle soit. On n'est pas censé la connaître. Alors on n'est pas censé la connaître, et Locke a tendance à traiter l'essence réelle comme quelque chose qui est au-delà de la connaissance. On accède essentiellement aux apparences. Ce qu'il y a derrière réellement est quelque chose qui nous échappe, mais que nous postulons. Donc ça ressemble un peu
noumen chez Kant. C'est l'idée qu'il y a derrière les phénomènes, il y a quelque chose qui est plus ou moins inconnaissable. Alors, je dois préciser que les philosophes contemporains, qui reprennent la distinction de Locke entre essence nominale et essence réelle, parce que ça ressemble beaucoup aux discussions que font des gens comme Putnam quand ils distinguent justement, quand ils parlent du stéréotype, etc. C'est une idée très très proche de celle de Locke. Mais en tout cas, les philosophes contemporains qui reprennent une distinction de ce genre pensent, eux, que la science, dans bien des cas, nous donne accès aux essences réelles, nous donne la connaissance des essences réelles. Et c'est ce que j'ai rappelé la semaine dernière avec l'exemple de l'or. J'ai dit que nous avons certaines propriétés de l'or qui nous viennent à l'esprit. Quand nous pensons à l'or, nous pensons à un métal qui a un métal jaune, qui a un certain certain nombre de propriétés. Mais ce n'est pas une définition, ça ne nous dit pas ce qu'est l'or. Ce qu'est l'or, l'essence réelle de l'or, c'est la science qui nous dit ce que c'est. La science, en l'occurrence, nous parle de choses qui ne sont pas du tout de connaissances communes, comme le nombre de protons dans le noyau atomique, des choses comme ça, c'est vraiment... Mais c'est ça qui est pertinent. Ce qui est pertinent pour dire ce qu'est l'or, l'essence réelle, c'est quelque chose comme le numéro atomique. Donc on retrouve en un sens l'idée de définition ou de conditions nécessaires et suffisantes. On peut définir l'or, si on veut, en utilisant ces connaissances scientifiques. On peut donner des conditions nécessaires et suffisantes. Mais ce type de définition n'est pas quelque chose qui est connu a priori de quiconque maîtrise le concept. C'est absolument pas a priori, c'est quelque chose qu'on découvre, que la science découvre. Ce n'est pas quelque chose qu'on connaît en vertu de simplement notre maîtrise du concept. Donc ce qui individualise le concept, dans cette conception donc défendue par Margolis, j'appellerais ça la conception référentialiste. Ce qui individualise le concept, c'est le fait qu'il soit le concept de cette chose, les tigres, l'or, cette chose correspondant à une classe d'individus ou dans le cas des tigres, et aussi à la propriété quelle qu'elle soit qui unifie cette classe. Le concept se rapporte à ça, et c'est parce que le concept se rapporte à ça et pas à autre chose qu'il est le concept qu'il est. Et c'est tout à fait indépendant des croyances que nous avons sur ce à quoi le concept s'applique. Donc cette position référentialiste, qui est une des positions qui existent dans le panorama contemporain sur les concepts, elle s'appuie sur plusieurs distinctions que je voudrais mentionner. Il y a une première distinction qui est chère aux philosophes analytiques, ils l'emploient sans arrêt, la distinction entre métaphysique et épistémologie. Par épistémologie, les philosophes analytiques de langue anglaise veulent dire la théorie de la connaissance. En français, épistémologie s'emploie pour dire philosophie des sciences, mais ce n'est pas tout à fait le même sens en anglais. En tout cas, la distinction entre métaphysique et épistémologie, la métaphysique, comme dit Quine, s'intéresse à ce qu'il y a, à ce qui existe, à la réalité, au monde. Et ça inclut ce que Locke appelle les essences réelles, ce qu'il y a réellement dans le monde. Alors que l'épistémologie, elle, s'intéresse à notre connaissance de la réalité, à notre représentation des choses. Donc c'est une distinction certes importante, mais dans le cas des concepts, elle trouve à s'appliquer parce qu'il y a un certain sens métaphysique où on peut dire qu'élucider un concept, élucider le concept d'or ou élucider le concept de tigre, il y a un certain sens, qui n'est certainement pas le sens dominant, il y a quand même un certain sens où ça consiste à articuler les conditions en vertu desquelles quelque chose tombe effectivement sous le concept d'or ou le concept de tigre. Donc ça, c'est une certaine façon très très objective de voir le concept. Articuler, dire ce que c'est que le concept d'or, c'est donner les conditions qui font que quelque chose va tomber sous ce concept. Et c'est difficile
de faire cela sans regarder du côté de la chimie ou du côté des disciplines qui peuvent effectivement nous apprendre quelle est cette propriété effectivement que possèdent réellement tous les échantillons d'or. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on sait a priori, ça ne fait pas partie de notre représentation mentale. Donc le concept, dans le sens métaphysique, ce n'est pas vraiment ce qu'on entend traditionnellement par concept. Par concept, on veut dire une représentation mentale. Le point de vue traditionnel sur les concepts, c'est plutôt le point de vue épistémologique. On considère que les concepts, ce sont donc des représentations mentales, ça fait intervenir nos connaissances. Et donc le concept d'or du point de vue épistémologique est constitué par la façon dont nous appréhendons l'or, dont nous déterminons si une substance donnée est de l'or ou est autre chose. Et là, ce sont plutôt ses propriétés superficielles que nous utilisons qui est pertinent. Et c'est ça qu'on va mettre dans le contenu du concept. Donc c'est plutôt l'essence nominale. Donc il y a une sorte de correspondance entre cette distinction métaphysique et épistémologie et deux perspectives sur les concepts, dont j'ai dit que l'une est une perspective assez inhabituelle, la perspective proprement métaphysique. Mais inhabituelle et néanmoins, dans un article très important, le philosophe Georges Rey a invoqué cette distinction entre métaphysique et épistémologie pour critiquer les théories psychologiques des concepts qui occupent le devant de la scène depuis les travaux de, j'ai mentionné Eleanor Roche la dernière fois, dans ces travaux des années 70. Il y a eu tous ces travaux des psychologues et la représentation qui aujourd'hui s'est tout à fait imposée des concepts suite aux travaux de ces psychologues. Et dans ces idées sur les concepts que développent les psychologues, ce dont il est question, ce sont de nos représentations mentales, véritablement. C'est la façon dont nous représentons les tigres, dont nous représentons les choses diverses. C'est ça qui compte comme étant le concept, notre représentation. Et ce qu'ont essayé d'élucider ces travaux des psychologues, c'est la nature de ces représentations. Mais ce que dit Georges Rey dans l'article en question, il dit que ça fait l'impasse sur tout un aspect des choses qui sont les choses importantes pour les philosophes. Selon lui, cette théorie des psychologues privilégie le point de vue épistémologique au détriment du point de vue métaphysique. Donc, ce qu'ont fait les psychologues, nous dit Georges Rey, c'est qu'ils ont établi expérimentalement que nous ne déterminons pas l'appartenance à une catégorie, par exemple l'appartenance à la catégorie tigre, au moyen de conditions nécessaires et suffisantes, comme si on avait une définition en tête de ce qu'est un tigre, mais au lieu qu'on considère que les concepts sont associés à des définitions, on considère, on ne voit pas très bien ce que la définition d'un tigre pourrait être, mais, ou prenons le cas des oiseaux, au lieu de considérer que le concept est associé à une définition, on considère que la représentation, que ce qu'il y a dans l'esprit, ce qui nous permet d'appliquer ce concept, de catégoriser quelque chose comme étant ou pas un oiseau, c'est une représentation mentale que nous avons, représentation mentale, disons, d'un oiseau typique, ou peut-être de plusieurs oiseaux typiques, des oiseaux de type moineau, merle ou pigeon. Nous avons une représentation mentale de ça. Et plus une chose ressemble à cet oiseau typique, dont nous avons une représentation, plus une chose possède en grand nombre les propriétés caractéristiques de ces choses-là, comme par exemple la propriété de voler dans l'air, la propriété de faire cuit-cuit, ce genre de propriétés-là, plus une chose possède ces propriétés, plus on va considérer qu'elle appartient à la catégorie oiseau. Donc, il y a ces théories, elles sont bien établies. Il y a différentes variantes, comme j'ai mentionné la dernière fois. Mais ce que fait Georges Rey dans son article, c'est qu'il objecte que ces représentations mentales qui guident la catégorisation ne peuvent être identifiées purement et simplement au concept, puisque, selon lui, élucider le concept d'oiseau, du point de vue métaphysique, consiste à articuler les conditions en vertu desquelles quelque chose est un oiseau. Et voler et faire cuit-cuit ne font pas partie des conditions en question, parce qu'il y a des oiseaux qui ne volent pas, il y a des oiseaux qui ne font pas cuit-cuit. Ces propriétés nous servent à identifier les exemplaires de la catégorie oiseau dans l'environnement local. Elles nous conduisent à activer notre concept d'oiseau, mais elles ne sont pas constitutives de ce concept. Et pour lui, l'identité d'un concept, c'est une chose, et les conditions dans lesquelles nous activons notre concept sont une autre chose. Et les psychologues confondent ces deux choses. Les psychologues disent, on vous donne une théorie des concepts,
et il nous donne seulement une théorie des conditions dans lesquelles nous activons nos concepts. Mais ces représentations mentales qu'on utilise pour activer notre concept d'oiseau, ça n'est pas le concept d'oiseau, nous dit George Ray. Donc ça peut se discuter, encore une fois, au nom du fait que, comme je le disais, cette conception métaphysique des concepts, c'est un peu paradoxal, vu que les concepts, c'est des représentations mentales. Mais en tout cas, une autre distinction très proche qu'utilise également, qu'introduit George Ray, en fait, dans son article, et qui est tout à fait pertinente, c'est la distinction qui donne son titre au cours d'aujourd'hui, la distinction entre concept et conception. La conception, c'est ce que j'ai appelé jusqu'à présent le contenu du concept. C'est la façon dont on se représente les choses qui tombent sous le concept. On a une certaine représentation, et cette représentation-là, on peut dire, on a un dossier mental qui contient tout ce qu'on croit sur les choses en question. C'est notre représentation globale de cette chose. À quoi s'applique le concept? C'est la conception. Mais comme je le disais tout à l'heure, enfin, sans employer ces mots, mais maintenant je les emploie, le concept, proprement dit, est indépendant de la conception, un peu comme un dossier est indépendant des choses qu'il y a dedans. Indépendant de la conception au sens où la conception peut changer, même radicalement, sans qu'on cesse pour autant de déployer le même concept. C'est ça le point important. On garantit de cette façon la stabilité du concept, en dissociant radicalement le concept lui-même et la conception qui est le contenu du concept. Donc lorsque nous changeons d'avis sur un sujet donné, notre conception change, mais notre concept reste stable. Alors Margolis, celui que j'ai cité, invoque cette distinction entre concept et conception. Et il soutient que même si notre conception du tigre consiste dans l'ensemble des relations que ce concept entretient avec les autres concepts dans notre encyclopédie mentale, le concept de tigre, lui, n'est pas individualisé par ses relations avec les autres concepts, mais par ses relations avec l'aspect du monde à quoi il renvoie, c'est-à-dire la référence du concept. Et on a vu que la référence du concept, il y a ces deux aspects. Il y a l'extension, la classe des individus, à quoi ça s'applique, et puis il y a l'essence réelle, la propriété en vertu de quoi cette classe est la propriété qui unifie la classe. Donc le concept de tigre dans la conception que défend Margolis, la conception référentialiste, c'est tout simplement le concept qui se rapporte au tigre, quel que soit le contenu de ce concept, la conception associée. Alors j'ai dit que Frege distingue pour une représentation en général le sens et la référence, ou le sens et la dénotation, et il glose cela en disant que la référence, c'est ce qui est représenté, le sens, c'est la façon dont c'est représenté. Et pour toute chose, on doit distinguer, quand on se représente cette chose, la chose représentée de la façon dont c'est représenté. Donc si vous prenez un exemple, un certain individu, en l'occurrence Emmanuel Macron, c'est très traditionnel d'utiliser les présidents de la République comme exemple dans les exposés de philosophie du langage. C'est une sorte de constante. En tout cas, le président de la République, je peux me le représenter comme le président de la République. Et Frege prend des exemples linguistiques. Donc il y a la description, la description définit le président de la République. Cette description, en France aujourd'hui, renvoie à une personne. La dénotation ou la référence, c'est Emmanuel Macron, parce que c'est lui le président de la République. Et je peux me le représenter, cet individu, comme le président de la République. Mais je peux aussi me le représenter tout autrement, comme le mari de Brigitte. Supposons que je connaisse Brigitte, et je sais qu'elle est mariée, j'ai entrevu son mari, donc je peux très bien penser au mari de Brigitte, avoir une description définie, le mari de Brigitte. Et cette description définie, c'est une autre description que le président de la République, mais ça va renvoyer au même individu, parce qu'il se trouve que Brigitte en question, c'est Brigitte Macron, et qu'elle est la femme d'Emmanuel Macron, et que Emmanuel Macron est le président de la République. Donc ces deux descriptions, le président de la République, le mari de Brigitte, renvoient au même individu. L'individu, c'est la référence de la description ou la dénotation, mais l'individu en question est présenté différemment dans les deux cas, à travers des propriétés différentes, etc.
Alors, c'est une distinction, encore une fois, que fait Frege à propos du cas linguistique, des descriptions et des autres expressions linguistiques qui nous servent à parler des objets. Et on veut appliquer ça au concept, parce qu'on voit que dans le cas des concepts, il y a aussi une distinction entre ce dont le concept est le concept, la chose à quoi ça s'applique, sous les deux aspects que je disais, et puis la façon dont cette chose est représentée mentalement. Et si on veut appliquer la distinction de Frege au cas des concepts, il serait assez naturel de dire que ce qui correspond au sens, à la façon, le mode de présentation chez Frege, dans le cas des concepts, c'est le contenu du concept. Puisque le contenu du concept, c'est la conception, ce que je viens d'appeler la conception, correspond bien à la façon dont le possesseur du concept se représente les choses auxquelles le concept s'applique. Donc on a envie de dire, oui, dans le cas des concepts, on a aussi une distinction entre ce que le concept représente, ce à quoi il se rapporte, l'extension plus la propriété de l'essence réelle, disons, d'un côté, et de l'autre côté, la façon dont on se représente ça, et ça c'est la conception. Alors je pense que c'est tout à fait correct de dire qu'on a quelque chose comme la distinction freudienne qui s'applique dans le cas des concepts, de la façon que je viens de dire, mais l'analogie a quand même des limites, et je pense qu'il y a deux différences importantes entre le contenu d'un concept dans la conception encyclopédique et ce que Frege appelle le sens ou le mode de présentation, la façon dont la référence ou la dénotation est présentée. Et je vais peut-être essayer d'aller assez vite là-dessus parce que j'en ai déjà parlé. Pour Frege, les deux différences importantes, c'est les suivantes. Pour Frege, le sens détermine la référence. Le mode de présentation, la façon dont on se représente la référence détermine la référence. Parce que pour lui, une description linguistique comme le président de la République, à quoi ça renvoie? À quel individu ça renvoie? Ça renvoie à l'individu quel qu'il soit qui possède la propriété articulée dans la description, c'est-à-dire qui est président de la République. Donc la description détermine la référence. La référence, c'est l'individu quel qu'il soit qui possède cette propriété-là. Et de même, le mari de Brigitte, ça renvoie à l'individu quel qu'il soit qui a épousé Brigitte. Donc là, c'est une certaine propriété articulée dans la description qui détermine l'individu. L'individu, c'est l'individu qui possède la propriété. Donc le sens détermine la référence. Mais ce qu'on a vu, c'est que avec la conception encyclopédique, les choses sont très différentes parce qu'on considère que le contenu de notre concept de titre, la conception, c'est tout cet ensemble de choses que nous croyons ou croyons savoir sur les choses auxquelles le concept s'applique, donc sur les tigres. Et ça ne détermine pas du tout la référence, ça ne détermine pas à quoi nous pensons quand nous pensons au tigre. J'ai donné des raisons de dire cela précédemment, mais une autre raison que je voudrais mentionner maintenant qui est très importante, c'est que si ce à quoi nous pensons quand nous déployons ce concept de tigre, si ce à quoi nous pensons, c'est-à-dire les tigres, était déterminé par notre contenu, notre conception, on ne pourrait jamais croire quelque chose de faux à propos des tigres. Parce que si par exemple je crois que les tigres ronronnent, ça veut dire que rien n'est un tigre. Si vraiment c'est le contenu de c'est ma conception qui détermine à quoi je pense, ça veut dire que je pense à quelque chose qui a un certain nombre de propriétés, dont la propriété de ronronner, et rien n'est la référence qui ne possède cette propriété. Car c'est ce qui se passe dans le cas du sens frégien. Si quelqu'un n'est pas président de la République, il ne peut pas être la référence de la description, le président de la République, puisque c'est la description qui fixe la référence. La référence, ça va être l'individu qui possède effectivement ces propriétés-là. Donc si on fait pareil avec le contenu des concepts, et que dans le contenu de mon concept, il y a le fait de ronronner pour les tigres, on va aboutir au fait que, quand je pense au tigre en déployant cette conception-là, ma pensée ma pensée ne peut pas être fausse, parce que pour qu'elle soit fausse, si je pense que les tigres ronronnent, ma pensée ne peut pas être fausse. Parce que pour qu'elle soit fausse, il faudrait que cette pensée se rapporte effectivement aux tigres et leur attribue une propriété qu'ils n'ont pas. Mais la pensée ne peut pas se rapporter au tigre si ce à quoi la pensée se rapporte est déterminé par mon contenu et que le contenu inclut une propriété que les tigres ne possèdent pas, comme la propriété de ronronner.
Dans cette conception, et je n'ai pas vraiment le temps de développer l'argument comme il faudrait, mais l'idée que le contenu détermine la référence, cette idée-là ne permet pas de rendre compte de la possibilité d'avoir notamment des croyances fausses. L'erreur, il faut rendre compte de la possibilité de l'erreur, et cette théorie-là, et pour rendre compte de la possibilité de l'erreur, il faut admettre que nos concepts se rapportent à certaines choses d'une façon qui est indépendante de notre conception. À quoi le concept se rapporte, c'est fixé indépendamment de la conception, et c'est pourquoi la conception peut être fausse. Parce que la conception se rapporte bien à ces choses dans le monde, mais elle n'est pas correcte, elle ne correspond pas à ces choses. Si ce à quoi la pensée se rapporte était fixé par la conception, il n'y aurait pas cette possibilité de l'erreur. Mais évidemment, si on dit que ce qui fixe la référence, ce qui détermine à quoi notre concept se rapporte, ce n'est pas le contenu du concept, ben il faut dire qu'est-ce qui détermine à quoi le concept se rapporte. Alors, je ne vais pas vraiment répondre à cette question, mais je veux simplement mentionner que dans la littérature contemporaine, on admet de façon générale une position qu'on appelle l'externalisme, selon laquelle ce qui détermine ce à quoi nos pensées ou nos concepts se rapportent, ce n'est pas ce que nous avons dans la tête, ce ne sont pas nos croyances sur les choses à quoi nos pensées se rapportent. Ce sont des facteurs environnementaux, c'est ce qui se passe dans notre environnement, c'est ce avec quoi nous sommes effectivement en contact, c'est ça qui compte et qui fixe la référence. Alors, je disais que les différences entre le sens freudien, l'idée freudienne du mode de présentation dans la distinction sens-dénotation, ça ne correspondait pas tout à fait à cette opposition entre la conception, le contenu de notre concept et puis ce à quoi le concept se rapporte. Ça ressemble par certains aspects, mais les différences, je disais, c'est premièrement pour Frege, le sens détermine la référence, et là on ne veut pas dire que la conception détermine la référence du tout, on veut dire que la référence est déterminée de façon indépendante de la conception, c'est ce qui permet à la conception d'être erronée. Mais il y a une autre différence, c'est que dans la conception de Frege, le sens a un rôle individualisateur, c'est-à-dire que si vous prenez à nouveau les deux descriptions, le président de la République et le mari de Brigitte, elles se rapportent au même individu, donc la référence est la même, la dénotation est la même, mais les deux descriptions diffèrent quant au mode de présentation, la façon dont l'individu est représenté, et pour Frege, les représentations ne sont pas individualisées par leur référence, puisqu'on peut avoir des représentations différentes qui partagent la même référence, qui se rapportent au même individu. Les représentations sont individualisées de façon plus fine par le mode de présentation. Donc le mode de présentation joue un rôle individualisateur. Et c'est bien ce qui se passe dans la conception traditionnelle des concepts comme associés à des définitions. La définition associée à un concept non seulement fixe sa référence, mais sert aussi à l'individualiser. Mais, comme je l'ai dit aujourd'hui, si on admet la conception encyclopédique des concepts, alors si on individualise les concepts par leur contenu, par la conception associée, les concepts perdent toute stabilité parce que la conception change d'un moment à l'autre. La stabilité du concept, j'ai dit, c'est la propriété qu'il a de rester identique à lui-même lorsque son contenu, même lorsque son contenu est mis à jour et modifié, même de façon radicale. De façon radicale, c'est l'exemple que je vous avais donné où on découvrirait, c'est un exemple de Putnam, que ces animaux, les chats que nous connaissons très bien, qui nous entourent et sur lesquels nous avons un riche concept, on pourrait découvrir qu'en fait, ce ne sont pas des animaux, mais des robots contrôlés depuis Mars. Donc, changement radical de conception, mais pourtant, c'est toujours, selon Putnam, le même concept de chat. On a ce concept qui se rapporte au chat. Dans ce concept, il y a un certain contenu, c'est la conception, et on peut s'apercevoir que cette conception est radicalement erronée. Mais on a toujours ce concept qui se rapporte à ces animaux-là. Simplement, il faut qu'on change la façon dont on les conçoit. Donc, le point de vue référentialiste défendu par les Fodoriens garantit la stabilité des concepts en dissociant concept et conception et en individualisant le concept par sa référence, par ce à quoi il se rapporte et non par son contenu.
ce à quoi il se rapporte, c'est notre concept de titre, c'est notre concept qui se rapporte à ces choses-là dans le monde, les tigres, et pas à autre chose. C'est ça qui le distingue du concept de chat. Le concept de chat, c'est ce concept dans notre esprit qui se rapporte au chat. Ce n'est pas une question de conception, c'est une question qu'on a deux concepts qui se rapportent en vertu de choses dont je vous parlerai peut-être la prochaine fois, les uns au tigre et les autres au chat. Alors, ce point de vue référentialiste sauve la stabilité des concepts. Il est fondé sur cette distinction très importante entre le concept et la conception. Mais cependant, il se heurte lui-même à des objections tout à fait fondamentales, qu'on peut appeler d'ailleurs freudiennes, qui est que c'est possible pour des concepts différents de se rapporter à la même réalité, et donc ce n'est pas vrai qu'on va individualiser les concepts par ce à quoi ils se rapportent. Ça paraît évident, mais cette théorie référentialiste ne va pas non plus faire l'affaire. On a vu que c'est très bien d'arrêter d'individualiser les concepts par leur contenu, par la conception, parce que si on fait ça, on perd la stabilité. Il faut trouver autre chose pour individualiser le concept que la conception. Et ce que dit Margolis, c'est l'autre chose, c'est la référence du concept, ce à quoi il se rapporte, c'est la relation au monde. Et on verra la prochaine fois que ça ne marche pas non plus, il faut trouver encore autre chose. Mais donc ça, ce sera pour la prochaine fois. Et en attendant, je vous donne rendez-vous à l'ADMI pour le séminaire qui suit et où Philippe Luçon va intervenir. Merci beaucoup.